Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. La COP23 s'ouvre aujourd'hui à Bonn en Allemagne. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre sur le climat. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, situe les enjeux de cette rencontre sur le climat. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, visite le site qui va abriter le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara 2017 pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. La Cour suprême du Libéria doit décider ce lundi de la tenue du second tour de l'élection présidentielle initialement prévue demain mardi 7 novembre, après des plaintes pour fraude au premier tour qui ont rendu le scrutin incertain. Commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est aux États-Unis d'Amérique depuis samedi. Il va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire d'une valeur de 315 milliards de francs CFA. Il aura par ailleurs des rencontres avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods ainsi que les autorités américaines. Le Millennium Challenge Corporation, il faut le rappeler, est un programme de dons octroyé par les États-Unis d'Amérique aux pays ayant des indicateurs de mesure de performance en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de gestion économique saine. La COP23 s'ouvre aujourd'hui à Bonn en Allemagne. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre sur le climat. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, situe les enjeux de cette rencontre sur le climat et de la participation de la Côte d'Ivoire. Adrienne Grascando. La Côte d'Ivoire est en route pour Bonn en Allemagne. Le pays sera représenté à la 23e conférence des parties dénommée COP23 du 6 au 17 novembre prochain. L'enjeu cette année est de s'accorder sur des mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015. La communauté internationale s'est engagée à formaliser au plus tard à décembre 2018 le manuel de mise en œuvre de cet accord de Paris sur le climat. Il sera donc discuté pendant cette COP23 la problématique du financement dans les différents pays. Ce plan d'action, naturellement, sera posé sur la table des négociations. Il nous faudra renforcer toutes les décisions prises à Marrakech à l'occasion de la COP22. La délégation ivoirienne sera forte de plus de 250 personnes. Elle sera composée, entre autres, de structures étatiques, du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agira pour nous surtout de nous concentrer sur la problématique de la mobilisation des ressources, sous forme de partenariats techniques et financiers, donc avec tous nos partenaires. Nous avons également la problématique du financement de tous nos projets structurants pour un développement résilient et sobre en carbone. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons organisé à 2 reprises des rencontres avec toutes les parties prenantes à l'effet d'avoir une démarche cohérente et de nous permettre donc de revenir en Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles pour le pays. Le séjour de la délégation ivoirienne sera aussi mis à profit avec des rencontres B2B. La ministre Anne-Désirée Ouloto souhaite l'implication de toutes les parties prenantes au cours de cette COP23. Tous les premiers samedis du mois sont consacrés à l'opération Grand Ménage. Cette décision du gouvernement ivoirien vise à inculquer les notions d'hygiène et de propreté aux populations. La 9e édition de cette opération a été lancée au quartier Kennedy-Klouétcha, c'est dans la commune d'Abobo. Et nous allons rester avec notre reporter Adrienne Grascando. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour cette 9e édition, c'est le quartier Kennedy-Klouétcha dans la commune d'Abobo qui a accueilli la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ici encore, le message est le même. Anne-Désirée Ouloto et toute son équipe sensibilisent les populations sur les bienfaits de la propreté. L'objectif, c'est de faire en sorte que le grand ménage soit un instrument pour aider à l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous avons besoin que les populations elles-mêmes s'engagent et s'approprient cette vision du gouvernement
de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre. Les infrastructures sont en train d'être réalisées. Nous aurons un nouveau centre de valorisation et d'enfouissement des déchets. Aquedo sera réhabilité. Donc tout est en train d'être mis en place pour avoir une politique moderne de gestion des déchets. Rendre son cadre de vie propre et attrayant, une action que compte bien mener chefs coutumiers, organisations de la société civile, ONG, autorités communales et partis politiques. Tout Ivoirien a besoin de vivre dans un environnement sain. Et l'opération Grand Ménage contribue à améliorer cet environnement. Et donc, lorsqu'il s'agit de cette question-là, je soutiens cette opération. Nous allons créer d'autres comités et veiller au bon fonctionnement des comités dans la commune pour pouvoir prendre le relais tous les jours pour accompagner cette grande opération Grand Ménage. Nous allons travailler de façon régulière et aussi mener des actions pour pouvoir pérenniser ce que nous avons entrepris et aussi améliorer le cadre de vie. Comme à l'accoutumée, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, veiller au suivi de l'opération Grand Ménage dans la commune d'Abobo. Pour rappel, l'action vise à donner fière allure aux villes et communes ivoiriennes. La traditionnelle cérémonie du salut aux couleurs a eu lieu ce premier lundi du mois de novembre au siège du port autonome d'Abidjan. Il est organisé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Chris Diomandé Franquadio. Les couleurs nationales portées haut dans le ciel, ces couleurs, l'orange rappelle la couleur de la terre, celle de nos savanes, riches et généreuses, le blanc, symbole de l'espérance dans l'union et dans la paix, et le vert, la forêt, la certitude d'un avenir meilleur. Au siège du port autonome d'Abidjan, c'est le traditionnel honneur au drapeau national, une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique en vue de faire la promotion du civisme. Ce civisme que nous prenons porte l'individu à s'attacher à son pays. Il exige l'engagement du citoyen au service de la nation. Il repose sur des principes dont le respect des institutions et des personnes qui les incarnent, le respect de la chose publique ou bien public, le dévouement à la nation et le respect des symboles identitaires de la République. Une action symbolique, la remise du drapeau au directeur général des affaires maritimes et portuaires. Le respect de la hiérarchie, le respect des institutions, le respect de l'autorité, ce sont des vertus à ne pas écarter. Parce que quand on s'en écarte, c'est la pagaille, c'est le désordre, c'est l'injustice qu'on ne peut pas corriger. Je viens accompagner le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi parce qu'on fait la promotion des symboles de la République de Côte d'Ivoire. Donc il fallait être là aujourd'hui pour marquer aussi la présence artistique aussi. Je suis venu pour saluer le drapeau du pays. La cérémonie d'honneur au drapeau, une façon de contribuer à la valorisation et au respect des symboles de la République. Après le port autonome d'Abidjan, une autre localité sera désignée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique le premier lundi du mois prochain. Deuxième grand titre de cette édition, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, visite le site du Sahara 2017 pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du site qui va abriter le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sahara 2017. Cheikh Koné. Des va-et-vient incessants de chariots élévateurs, le montage et revêtement des tentes, la pose du bardage, l'installation des circuits électriques. Nous ne sommes pas sur le site de construction d'un complexe sportif, mais bien celui de 10 hectares, devant abriter la 4e édition du Sahara 2017. À moins de 2 semaines de l'ouverture de l'événement, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour respecter le délai de livraison. Il est 10h30 quand Mamadou Sangafoua, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, arrive sur le lieu. Direction le chapiteau principal de 140 mètres de long et 40 mètres de large, soit l'équivalent de 6 étages. Le ministre et sa délégation visitent tour à tour un deuxième chapiteau géant de 2800 mètres carrés dédié à l'exposition des produits agricoles. La tente de 1500 places devant abriter la cérémonie d'ouverture est quasiment terminée, comme a pu le constater sur place le ministre en charge de l'agriculture.
Selon le partenaire à l'organisation Vodou Group, environ 800 climatiseurs, dont certains de 45 chevaux, ont été mobilisés pour aérer les 18 000 m² d'espace couverts sur le site. Le but pour nous, c'était de venir nous rassurer que tous les équipements attendus sont bel et bien en place et que les travaux ont démarré. Mais ce que nous avons vu, non seulement les équipements sont là, mais les travaux sont suffisamment avancés et nous pouvons rendre compte au Premier ministre qui lui-même viendra le samedi prochain pour s'assurer de l'avancement des travaux et rendre compte au président de la République et au vice-président. Le Sahara 2017 va connaître plusieurs aménagements et commodités améliorés par rapport à la précédente édition organisée en 2015. Pour cette 4e édition, plus de 300 000 visiteurs sont attendus, avec la participation d'une vingtaine de pays. C'est à juste titre qu'à la veille de cette visite guidée, le ministre Mamadou Sangafoa, qui était l'invité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a demandé le soutien des hommes et des femmes des médias afin de faire de ce salon international un outil efficace d'intégration sous-régionale. On a vu que la presse était intéressée par le secteur agricole de façon générale et surtout par l'événement que nous allons avoir le 17 novembre prochain. Nous avons expliqué à la presse qu'ils ont un rôle important pour accompagner le secteur. Et j'ai expliqué que la promotion et la communication sont des choses qui sont essentielles à la croissance du secteur. Placé sous le thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique », la 4e édition du Sahara aura pour invité spécial Patrice Talon, le président du Bénin et l'Afrique du Sud, comme pays à l'honneur du Sahara 2017. Si vous êtes à Paris et que vous voulez consommer de l'attiqué ou du placali, ne vous inquiétez pas, vous en trouverez à Château-Rouge. C'est à Paris en France, précisément au marché Gouraud, le marché Gouraud de Paris. Allons justement à la découverte de ce marché Gouraud dans la capitale française avec Victorine Yaoyoboué. Paris, place du Château-Rouge, un samedi après-midi. Il fait beau temps, la température est estivale. Le pas pressé des hommes et des femmes sortis de la bouche du métro viennent faire leurs courses. Madeleine Kwame, ivoirienne vivante à Paris, sort les bras chargés d'un magasin au nom très évocateur, le marché Gouraud d'Abidjan. Je suis venue faire des achats par rapport à la nourriture africaine. Je suis partie à Abidjan tout dernièrement et il y a des choses, il n'y en a pas sur le marché d'Abidjan, mais on trouve tout ici. Et des fois même je me demande comment les femmes s'arrangent et puis ils amènent tout ici et puis des fois on ne trouve pas sur le marché de chez nous. Pas de doute, on trouve un peu de tout au marché Gouraud d'Abidjan. Du poisson fumé, du gombo, du manioc ou encore de la djomvan, le bouillon par excellence des femmes ivoiriennes. Ces denrées alimentaires ont fait le voyage de la Côte d'Ivoire à Paris, destiné à l'approvisionnement des Ivoiriens en France. Pas loin de là, un autre magasin tenu par une Ivoirienne, promotrice des produits agricoles made in Côte d'Ivoire. Je vends le sous-marin, je vends aussi la potasse, j'ai surtout le produit de base, l'attiqué. Voilà. L'attiqué de Côte d'Ivoire, il faut faire très attention. L'attiqué qui vient de Côte d'Ivoire, c'est le véritable. J'ai de l'huile qui vient de Mans, qui vient de Bonguni, l'huile de palme de Bonguni. Odile est aussi importatrice depuis 1984. Elle explique comment elle s'approvisionne depuis la Côte d'Ivoire pour satisfaire sa clientèle en France. Nous importons des produits par bateau, par avion. On a plein de fournisseurs en Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous pourrons souhaiter pour l'approvisionnement, c'est d'avoir une centrale d'achat en Côte d'Ivoire où on peut retrouver tous les produits très facilement. Parce que les produits sont un peu dispersés dans toutes les régions. Il faut courir pour aller à Daloa, il faut courir pour aller à Diglo. L'absence de centrale d'achat ou de marché de gros bien encadré n'est pas propre aux Ivoiriens. Conséquence, des charges plus importantes pour les grossistes, de sorte que le prix au détail s'en ressent. Moi, je suis de la région Haute-Guinée. On a une poisson de chez nous, on appelle Konkwe. Ça vient de chez moi directement, en Guinée-Conakry. Par exemple, huile rouge de chez moi, j'arrive à trouver ici. Les produits, ils sont là, mais ils sont un peu plus chers
Tu vois? Ceux qui quand même ont envie de manger les plats du pays, ils vont faire tout pour voilà, le sacrifice. Silas Bayeban, spécialiste des questions agricoles en Afrique, pense que les denrées alimentaires du continent peuvent être mieux valorisées. Vous voyez par exemple le poisson qui vient du Sénégal, du Congo, ils sont bien conservés et les gens ne s'en plaignent pas. Alors la difficulté majeure dans la vente de ces produits réside dans le fait que la filière n'est pas organisée. Si les différents États arrivaient à organiser les filières, de façon à ce qu'il y ait un réseau de distribution bien approprié, je pense que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Si on peut se féliciter de la présence honorable de nos denrées alimentaires en France, on peut toutefois regretter l'inexistence d'un réseau professionnel de distribution. La mise en place d'un tel réseau de distribution va contribuer à la labellisation de nos produits et certainement au positionnement de la Côte d'Ivoire en matière d'exportation des denrées alimentaires. Revenons en Côte d'Ivoire où l'association des financiers et contrôleurs de gestion vient de lancer ses activités autour du thème « Gérer les risques financiers et appréhender l'exposition à la fraude ». Et c'est avec Lanciné Bakayoko. Un risque financier est un risque de perdre de l'argent à la suite d'une opération financière. Exemple, la vente à crédit ou en devise étrangère. Avec le paysage économique qui s'enrichit régulièrement de nouvelles technologies, l'on assiste à l'apparition automatique de nouveaux risques. D'où le besoin de rester constamment à jour, selon le président de l'Association professionnelle des financiers et contrôleurs de gestion de Côte d'Ivoire, Bati Bodji. Mais les risques financiers ne sont pas les seuls fléaux qui entravent le secteur privé. Le professionnel du chiffre classe également la fraude au cœur de la problématique. Pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ce fléau sape aujourd'hui le développement des États membres. Face à la menace, l'heure est à l'action et à l'action concertée, affirme le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, Yao Akwese. Selon la Banque africaine de développement BAD, les pertes financières dues à la fraude s'élèvent aujourd'hui à plus de 1000 milliards de dollars, rien qu'en Afrique subsaharienne. À Bondoukou, le centre hospitalier régional bénéficie de réhabilitation et de nouveaux services avec un appareil d'incinération de grande capacité. C'est une action du conseil régional du Gontougo. Kwasi Mamadou. Un incinérateur de déchets médicaux et pharmaceutiques de dernière génération, le CP30, et un nouveau bâtiment pour abriter le service de radiologie du centre antituberculeux. Un don du conseil régional du Gontougo, centre régional et hospitalier de Bondoukou. Des infrastructures qui s'inscrivent dans le vaste projet de réhabilitation de cet hôpital de référence du nord-est de la Côte d'Ivoire. Travaux engagés par Kosonou Ignace et son équipe. L'incinérateur CP30, d'une valeur de 60 millions de francs CFA, peut brûler jusqu'à 180 kg de déchets médicaux par jour et répond aux normes internationales relatives aux émissions de gaz. La remise de ces infrastructures a été l'occasion pour le président du conseil régional du Gontougo de rappeler les actions réalisées dans le secteur de la santé. Ignace Kosonou a rappelé la réhabilitation du centre de diabétologie et de l'hypertension du CHR de Bondoukou à hauteur de 17 millions de francs CFA. Au total, c'est une enveloppe de 100 millions de francs CFA que le conseil investit au CHR de Bondoukou au titre de cette année 2017. Des investissements pour renforcer le plateau technique du plus grand centre de santé de la région de Gontougo afin d'assurer une meilleure prise en charge des populations. Des initiatives bien appréciées par les responsables de la santé de la région. Ignace Kosonou et son équipe pour lutter efficacement contre la pauvreté mènent également des actions dans le domaine de l'éducation, avec des logements de maîtres à Broukro et la construction de 3 salles de classe à Kogodian dans le département de Tanda. Et toujours au nord-est de la Côte d'Ivoire, il aurait fait bon vivre à Bouna les moments de déchirure pour cause d'incompréhension nés d'un affrontement entre éleveurs Peul et agriculteurs lobby sont donc passés. Les nombreuses médiations menées par le médiateur de la République dès de la visite du président de la République Alassane Ouattara pour appeler les communautés à la paix au vivre ensemble ont porté Eugène Atoubé. Voici le marché des lobbies à Bouna, du moins tel que les populations de cette localité l'appellent. Ironie de l'histoire, il est situé au quartier de Repos 2, peuplé la majorité de lobbies. Et du reste, les principaux animateurs de ce marché, très controversé, créés au lendemain des affrontements entre la communauté Kolongo et lobby, c'était en avril 2016. Aujourd'hui,
il n'existe que de nom, presque sans vie. Nous avons eu des ateliers de réconciliation disant que nous devrons pardonner les uns les autres et revenir dans l'ancien marché. Il y a effectivement 10 mois de cela, il n'y avait pratiquement plus de marché ici. On remercie le bon Dieu. Ça va, le marché est bien plein. Quand tu viens, tout ce que tu cherches, tu gagnes. Les femmes lobby sont ici maintenant et la réconciliation y est. Au quartier Koulango, le marché principal, en face de la résidence du roi de Bouna, Sa Majesté Karakoroni II. Hier, à cause des affrontements intercommunautaires, ce haut lieu d'échanges commerciaux et de rencontres s'était vidé de ces commerçants et vendeurs lobby comme Peul, par peur de représailles. Aujourd'hui, le décor est bien différent, l'atmosphère aussi. Pour la population de Bouna, le regain de vie du marché principal est l'un des symboles forts du retour de la cohésion sociale à Bouna, d'autant que la création de ce qu'on appelait le marché des lobbies était l'illustration de la profonde division entre les communautés. Maintenant, c'est un nouveau départ, une nouvelle avancée notable dont se félicitent les populations, entre autres défis à relever. On aurait appris que le gouvernement a donné un peu d'argent pour soutenir ces femmes. Jusqu'aujourd'hui, rien. Vraiment, c'est le vrai mal même, c'est là aussi. On est longuement resté en retard et sans cette cohésion, la région ne peut pas s'en sortir. Donc les défis qui nous donnent, c'est le défi de développement. Mais il faut qu'on soit unis pour arriver à cela. Nous avons eu des promesses qu'ils se pencheront sur cette question d'indemnisation afin que toutes les communautés à Bouna puissent se retrouver dans cette indemnisation. À travers cette indemnisation, que nous ayons une cohésion sociale soudée, durable et définitive à Bouna. C'est une certitude. La tension à Bouna a considérablement baissé. Le calme est perceptible, mais il reste encore des écueils et obstacles à lever. Il faut essayer d'atteindre le cœur et l'esprit des gens. C'est à ce niveau-là d'abord il faut commencer le combat. Oufoué Boigny le disait, il faudrait que nous puissions faire du dialogue notre arme forte pour pouvoir s'entendre au sein du peuple. Et aujourd'hui, nous nous côtoyons, nous vivons ensemble et je peux aller à Kamarasso sans problème, je peux aller à Ouattarasso sans problème, de même que les autres peuvent venir dans nos quartiers sans problème aussi. D'Askelindougou, Doropo 2, Boronkiera, habités par la communauté lobby. Au niveau de la cohésion sociale, qu'on ne fasse pas d'associations ethniques et qu'on puisse se mettre ensemble et faire un seul groupe comme nous avons travaillé avant à Bouna. Aujourd'hui, on a une association de Koulango, une association de lobby, une association de Malinké. Ça ne peut pas développer une région. Il faut qu'on mette ensemble les moyens, les cadres et les intellects que nous avons pour pouvoir développer cette région avec une seule association qui a les fondements qui existent. Dans cette perspective, un comité local de suivi de la cohésion sociale a été mis sur pied à la faveur des rencontres sur la question, initiées par le médiateur de la République. Ce comité, fort de 20 membres, va fonctionner dans la droite ligne du processus de retour à la cohésion sociale et la paix dans le Boukani, comme ardemment souhaité par les populations et l'ensemble des communautés. Toutes les communautés sont représentées dans ce comité-là. Alors, donc, ce qui m'a encouragé d'ailleurs à pouvoir accepter ce poste, c'est que chacun de tous ceux qui étaient des belliqueux au début, ce sont eux qui se retrouvent ensemble. Et depuis les conversations que nous avons eues, nous voyons une évolution, une entente, une manière de parler, une façon de se comporter qui est acceptable. Donc je pense vraiment que la composante que nous avons dans ce bureau peut nous permettre même d'ailleurs de pouvoir réussir la mission. Globalement, on peut dire que la situation est véritablement sur la bonne voie. Il y a des acquis, il y a des avancées sur le plan de la réconciliation, mais il reste malgré tout quelques défis, notamment celui de retrouver tous les fils, y compris les cadres. Mais le gros lot est à Abidjan et nous nous proposons de les rencontrer, de leur rendre compte de ce qui s'est passé et les inviter à encadrer leurs parents. Amener les populations et les communautés à être les acteurs du retour à la cohésion sociale et la paix. C'est tout l'enjeu de nombreux ateliers à l'issue desquels une charte de cohésion sociale et de paix a été élaborée par les différentes composantes du corps social et des différentes communautés.
Tous se félicitent de la construction du palais du roi de Bouna, édifice auquel tous les villages du royaume, toutes les communautés continuent d'apporter leur pierre. Un autre symbole fort du respect de l'autorité du roi de Bouna, Sa Majesté Diarakoroni II, et de l'inclination des communautés à taire leurs rancœurs et leurs différends au nom d'une exigence, celle de l'harmonie, la cohésion sociale et la paix. Eugène Atoubé, tout autre chose, la Cour d'appel du Dalo a effectué sa rentrée judiciaire 2017-2018. Au cours de cette cérémonie, l'institution judiciaire a fait le bilan de ses activités. Konaté Ngana pour RTI 1. Elle s'est déroulée au Palais de justice de Daloa, la cérémonie marquant l'audience solennelle des rentrées judiciaires au titre de l'année 2017-2018. Cette cérémonie a consisté en la prestation de serment de 6 nouveaux magistrats et un avocat. Ils ont été invités à s'approprier les vertus recommandées par le garde des Sceaux, qui les appelle à être des modèles de loyauté, de dignité et de professionnalisme. Pour cette rentrée judiciaire, les hommes de droit ont énuméré quelques infractions. Les accidents de la circulation sont devenus très nombreux. Malheureusement, ce n'est pas toujours que la répression vraiment suive selon la satisfaction du peuple. Il y a également les problèmes de mœurs, notamment les viols et les attentats à la pudeur. Nous avons également le phénomène des enfants en conflit avec la loi, communément appelé le phénomène des enfants microbes. Le garde des Sceaux a là également donné des instructions fermes pour que les auteurs de ces genres d'infractions, conformément à la loi, soient traités dans la plus grande rigueur. Et pour pouvoir rendre des services utiles aux justiciables, les hommes de droit ont besoin de moyens matériels. Les difficultés de la justice à Daloa, elles sont nombreuses. La première difficulté, c'est les moyens matériels. Je ne peux pas offrir le matériel de travail à ces juges pour donner la pleine mesure de leur potentialité. Donc c'est ce que j'ai essayé de relever à l'endroit de l'inspecteur général afin qu'il porte ce message au garde des Sceaux. Les hommes de droit n'ont pas uniquement consacré leur audience de rentrée à une plaidoirie pour un bon fonctionnement de la justice. Ils ont aussi évoqué le bilan de l'exercice passé et des perspectives à venir. Et là, le représentant du ministre de la Justice s'est voulu rassurant. Le meilleur en matière de justice reste à venir. Et cette information rouverte après 25 jours de suspension, le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été renvoyé à demain, mardi, en raison de l'absence du juge Anderson pour des circonstances imprévues. Dans le cadre de l'Abissatou, un gala de bienfaisance a eu lieu samedi dernier à Grand Bassam pour lutter contre le cancer du sein. Cette 6e édition a vu la participation de plusieurs personnalités. Patricia Omouetia. Pour cette 6e édition, l'événement a attiré un parterre d'invités et des donateurs. Ils ont adhéré à la collecte de fonds pour servir au dépistage du cancer du sein. Plusieurs associations, notamment celle des cadres Nzima de Grand Bassam, ont répondu présentes pour partager ce projet à caractère social. Le concept Abissatour est une plateforme de découverte sur le riche patrimoine culturel des Nzima Kotoko. Cette édition a été une édition très réussie par le nombre des participants, parce que déjà la journée des enfants, nous avons pu convoyer plus de 220 enfants à Bassam, et pendant le dîner gala, nous avons eu près de 300 convives, 300 participants. Ce produit permettra d'apporter un plus au développement de Grand Bassam. C'est une forme de tourisme de développement et nous comptons sur les uns et les autres pour pouvoir faire cette promotion-là. 6 ans après sa création, l'Abissatour est en train de consolider sa position d'outil de promotion touristique. Nous sommes pratiquement à plus de 100 000 personnes. Les années qui vont venir seront dans ce tempo. Progressivement, nous allons avoisiner 150 000, 200 000 personnes. Dans 10 ans, vu l'état des choses, de cette progression, il sera de notre devoir de prévoir cela et prévoir effectivement l'accompagnement des opérateurs. Autour, on doit faire en sorte que économiquement et culturellement, tout le monde profite de l'Abissa. À côté donc de ce fait culturel important qu'est l'Abissa pour ce peuple Nzima de Côte d'Ivoire, il y a donc l'Abissatour également
Ce soir, c'est l'apothéose, je dirais. Au-delà donc du fait culturel de la Bissa, il faut que ceux qui viennent, effectivement, trouvent un moyen de pouvoir se divertir, rester sur place pour poursuivre donc la fête. Pour l'édition 2017 de la Bissa Tour, les festivaliers ont eu droit à des visites guidées et à des enseignements sur les faits culturels du peuple Nzima Kotoko. Et nous allons terminer avec cette information. La Cour suprême du Libéria doit décider ce lundi de la tenue du second tour de l'élection présidentielle initialement prévue demain, mardi 7 novembre, après des plaintes pour fraude dénoncées par Charles Broskin, arrivé 3e au premier tour. Le second tour doit opposer l'ex-footballeur international George Weah, favori des élections, au vice-président sortant Joseph Boakai. Ils ont obtenu respectivement 38,4% et 28,8% des voix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.